Et coucou Roland Pérez. Bonjour. Comment tu vas? Je suis très content d'être là. Moi, je suis plus que ravie que tu sois là. Merci d'être là. J'ai mis ce t-shirt exprès pour toi. Ah oui. C'est Sangohan de Dragon Ball Z, qui est un survivant comme toi. Alors les cheveux en moins quand même. J'aurais aimé avoir ces cheveux comme ça hérissés. Malheureusement, ils sont partis bien avant, mais c'est pas grave. Ça me fait très plaisir. T'as un très bon style et tu nous as mis une veste incroyablement stylée, donc franchement... Oui, j'ai amené un peu de couleur. Ouais, et c'est très appréciable. Mais merci encore une fois, 1000 fois d'être là. C'est un vrai honneur de te recevoir parce qu'encore une fois, t'es un combattant de la vie et je vais expliquer pourquoi. Donc déjà, tu es avocat en droit de la propriété intellectuelle et animateur radio et télé. Tu es l'auteur de plusieurs livres, dont Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, qui est récemment sorti au cinéma, qui a franchi d'ailleurs le cap du million d'entrées au box-office. C'est un véritable carton, donc déjà bravo pour ça. Dedans, il y a Leila Bekti et Jonathan Cohen dans le rôle de toi-même adulte, parce que ce film, c'est ta vie, c'est ton histoire, celle d'un enfant né avec une malformation, un pied beau, et de sa mère Esther qui t'a fait une promesse. Tu marcheras et tu iras à l'école tout seul un jour. Cette promesse, elle l'a tenue. Aujourd'hui, tu marches, t'es allé à l'école tout seul, tu cours, tu danses même, et tu nous partages finalement une leçon de vie dans ce livre et dans ce film. C'est quoi le grand message que t'as voulu passer dans ce livre et dans ce film? Les miracles n'arrivent pas qu'aux autres. On peut être porteur d'un miracle pour plein de raisons, parce qu'on a des gens autour de vous qui vous portent, qui croient, qui vous accompagnent, parce que vous-même, vous êtes porté par une foi inébranlable, parce que vous vous dites que demain, ce sera toujours mieux qu'hier, que vous avez cette joie. C'est important pour que le miracle vienne, pour que le miracle, on y croit, pour que la chose qu'on a envie le plus au monde, en l'occurrence moi, c'était de marcher, se réalise. C'est très important d'être joyeux, et de vivre dans cette joie, parce que si vous êtes triste, si vous êtes sombre, si vous n'y croyez plus, et si vous n'y croyez plus, même votre corps se recroqueville, même la vie se recroqueville autour de vous, on n'y croit plus non plus, donc c'est compliqué. Et ça, je l'ai appris de ma famille, je l'ai appris des voisins qui vivaient avec nous, qui étaient de plein d'origines différentes. Je me suis nourri de leur vie à eux aussi, et cette joie, je l'ai jusqu'à ce jour, et je crois que cette joie a contribué fortement à vaincre ce pied beau. Ces voisins dont tu parles, c'est parce que tu as grandi en cité? Exactement, ouais. T'en retires quelle expérience humaine d'avoir grandi en cité à l'heure où c'est hyper méga stigmatisé les cités? Écoute, alors j'y retourne parfois dans les cités avec beaucoup de nostalgie, parce que moi, j'y ai connu dans les années 70 un amour absolument, un vivre ensemble, on était tous ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, quels que soient nos milieux sociaux. Alors c'est vrai, c'est souvent des milieux sociaux un peu défavorisés, mais on avait cette même valeur du partage, de la solidarité, du respect de l'autre, que ce soit nos fêtes juives à nous, les fêtes musulmanes des autres. On s'apportait des gâteaux aux uns aux autres. On était tous ensemble. Quand ma mère me disait amen chez Madame Ifra, allez, c'est leur fête, il faut leur amener les gâteaux. Va chérie, je leur amenais les gâteaux, puis eux-mêmes venaient, ils prenaient le thé avec nous, on partageait ça, on partageait leurs coutumes, on se nourrissait de leur histoire, l'histoire de leur civilisation, l'histoire de nos civilisations. On n'était pas loin des autres, au contraire. Et ça peut être aussi des Italiens, des Corses, des Chinois. Donc le Nouvel An chinois, je l'ai découvert en cité. Donc c'était extrêmement joyeux. Et moi, j'y crois fortement encore aux cités aujourd'hui. Alors, je sais qu'on les fustige, mais moi, je suis toujours très attendri de voir tous ces gamins qui se parlent ensemble, qui sont en bas de l'immeuble, qui discutent ensemble, qui sont solidaires ensemble, qui vont fumer, alors un petit joint, une cigarette, et alors, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont respectueux des personnes âgées, ils sont respectueux des familles, et moi, j'y crois encore. J'adore. Et c'est cette image, moi en tout cas en tant que spectatrice, que j'ai ressentie des cités, qui a été retransmise dans le film, très chaleureuse, très conviviale. Et je viens des cités, donc merci d'avoir montré ce vivre ensemble que j'ai aussi ressenti quand j'y étais. Donc c'était important de le préciser. Un autre sujet très présent dans le film, c'est Sylvie Vartan, qui est dans le titre du film et aussi dans le film. Alors qui t'a aidé dans ta vie sans même le savoir, avant même que tu la connaisses. Donc tu as appris à lire sur ses chansons. C'est ce qu'on apprend dans le film. Aujourd'hui, l'histoire, elle est incroyable. T'as été son avocat, tu l'es peut-être même encore aujourd'hui. T'es toujours son avocat. Vous êtes amis, vous partez en vacances ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le rôle qu'elle a joué et qu'elle joue dans ta vie?
Alors, c'était aussi une partie du film intéressante parce que, au-delà des cités, on fustige aussi les groupies, les fans, c'est-à-dire qu'on les réduit à quelque chose d'un peu d'idiot, un peu de faible, un peu de et moi, je trouve que les fans, ceux qui sont un peu groupies d'artistes quels qu'ils soient, là en l'occurrence c'est Sylvie Vartan, mais ça peut être un groupe de rap, ça peut être, je crois qu'il faut pas les réduire à ça. Au contraire, je pense que les artistes peuvent avoir dans la vie des gens, à un moment donné de leur vie, ça peut être au divorce de leurs parents, ça peut être un problème de santé, ça peut être à la maladie d'un proche, ça peut être une difficulté sociale, financière, scolaire, quelle qu'elle soit. Un artiste peut jouer un rôle tout d'un coup par une chanson, par son comportement, par l'exemple qu'il peut donner, par la force qu'il peut communiquer, et tout d'un coup être happé par cet artiste, rentrer dans son univers. Il en faut. Et ben moi je trouve que c'est pas réducteur, c'est pas avilissant, c'est pas quelque chose dont il faut se moquer. Et je voulais aussi réhabiliter aussi ces fans, parce que moi je me suis accroché. Il s'avère que Sylvie Vartan, à l'époque où je vivais, était de toutes les télévisions. C'était un peu la Lady Gaga de l'époque, c'est-à-dire qu'on pouvait pas allumer une télévision sans tomber sur elle. Elle était en tenue lamée, elle chantait, elle dansait, elle avait importé toute l'Amérique avec avec les Noirs américains. Elle dansait, elle chantait avec eux, leur rhythm and blues, leur rock. Elle était pop. Elle a inspiré d'ailleurs toutes ces chanteuses qu'on voit aujourd'hui, que ce soit Angèle qui s'inspire de ses looks, que ce soit Juliette Armanet, que ce soit ces gens-là qu'on adore et qu'on aime aujourd'hui, ces artistes. Elles viennent aussi de ces inspirations pop rock de l'époque. Et Sylvie Vartan était cette artiste-là multi-facette, c'est-à-dire qu'elle danse, elle chante, elle joue la comédie, elle chante en anglais, elle enregistre ses disques aux États-Unis, dans la capitale du country, à Nashville. Donc oui, quand elle rentre dans ma vie, je m'accroche à elle comme un rocher, parce qu'elle me parle. Elle vient en plus d'un pays, elle vient de la Bulgarie, elle parlait pas français quand elle est arrivée en France, elle avait 7 ans, elle a traversé le communisme le plus totalitaire et le pire qu'on pouvait imaginer de Staline à l'époque, et elle revient avec sa famille. Elle vit dans une chambre où elle est avec son père et sa mère et son frère. Ils sont 4 et ils dorment dans une chambre d'hôtel pour essayer de vivre. Son père était musicien, il se retrouve tripier à Rungis, et elle qui ne parlait pas français quand elle est arrivée, elle va aller à l'école, et 10 ans plus tard, elle devient une star française, c'est-à-dire que tous les jeunes la suivent. Elle est avec Johnny Hallyday, un peu le fer de lance d'une génération. Donc elle est magique, et donc je m'accroche à cet univers. Et effectivement, quand je reste 18 mois dans mon lit sans pouvoir marcher, 18 mois complètement harnaché à mon lit, eh bien, elle va m'aider, je vais m'accrocher à elle, et à un moment donné, pour pas que les services sociaux viennent m'enlever, parce que je ne vais pas aller à l'école, je vais apprendre, mes frères et sœurs vont mettre au point une méthode, qui est la méthode Vartan, pour apprendre à lire et à écrire. C'est comme ça que je vais apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, un lien très fort qui vous unit, c'est une histoire exceptionnelle. Et bien évidemment, pour comprendre plus cette histoire, on renvoie tout le monde au livre Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, et au film exceptionnel porté par Jonathan Cohen, Leila Bekti principalement, parce que elle est là vraiment depuis le tout début, vu qu'elle joue le rôle de ta maman Esther. Elle joue 50 ans, oui. Oui, d'ailleurs avec un travail de maquillage exceptionnel, vu qu'elle traverse les années. Jonathan Cohen qui arrive plus tard dans le film, vu qu'il te joue plutôt actuel, en tout cas plus âgé. De 27 ans, un peu plus de 50 ans. Mais une histoire en tout cas absolument dingue. Un autre sujet qui est présent dans le film et que tu abordes aussi assez librement dans les médias, c'est pour ça que je me permets de t'en parler aujourd'hui, c'est le deuil. Oui. Donc tu prends aussi la parole du coup à propos de ta femme Lydie qui est décédée, et de ton rapport à ce deuil. Pour Europe 1, tu as dit « Je lui parle souvent ». Tu peux nous expliquer quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec Lydie ? Moi, je suis né dans une famille qui était très croyante, et où ma mère, on l'a vu dans le film, dialoguait avec Dieu et ses saints et ses représentants. Elle dialoguait très librement avec ses mots à elle. Elle avait pas les mots de prière, mais elle les engueulait, elle les appelait vraiment à la rescousse tous les jours. Et donc, j'ai vu que ce lien très fort et très très réel, très concret marchait. Et donc cette croyance a fait que
j'ai accepté le départ de ma femme. Il n'y a pas d'explication rationnelle quand voilà, une épouse, un être humain part à 45 ans. Donc, on a 3 enfants ensemble. J'étais omnibulé par l'éducation de mes 3 enfants, par le fait que je devais m'occuper d'eux comme l'aurait fait ma femme si elle avait été là avec moi. Et donc, j'ai tout de suite eu conscience que j'avais une force face à cette épreuve. Dieu et probablement Lydie m'envoyait cette force pour me montrer le chemin, et donc je dialogue avec ma femme pour prendre des décisions. Je laisse, voilà, je parle avec mes enfants, je me dis voilà, il y a ça ou ça à faire, mais je prends pas seul la décision. Je me dis qu'est-ce qu'elle aurait fait Lydie, qu'est-ce que t'aurais fait Lydie si t'étais avec moi. Je laisse un peu mariner tout ça comme un plat qu'on laisse mariner, et puis le lendemain, je ne sais pas pourquoi, il y a comme une lumière, il y a quelque chose qui s'impose. J'ai tout d'un coup une réponse qui vient dans mon esprit. Alors c'est pas, j'ai pas dans mon rêve reçu la visite de ma femme, mais j'ai quelque chose qui se dessine comme quelque chose qui est beaucoup plus évident que ça ne l'était la veille, et je me dis que c'est probablement ma femme qui m'a inspiré, qui m'a aidé, donc oui, je dialogue avec elle dès que je le peux. C'est hyper puissant. On peut être en deuil de l'amour de sa vie. Je me permets de le dire parce que c'est comme ça qu'elle est présentée dans le film, et continuer sa vie en étant en paix et souriant comme je te vois en face de moi, c'est possible? Oui, c'est possible parce que d'abord le malheur n'arrive pas qu'aux autres, comme je disais que le miracle aussi, mais le malheur aussi n'arrive pas qu'aux autres. On est entouré. Moi, j'ai toujours été de par ce que j'ai vécu, j'ai toujours été à l'affût du malheur des autres, de ce qu'ils vivaient. J'ai jamais, je me suis jamais satisfait de mes joies ou de mon bonheur. Empathique. Oui, en ouverture, en empathie. Je me dis que voilà, parce que j'ai une chance inouïe d'être debout, de marcher, c'est déjà, on rend compte. J'ai rencontré l'amour avec un grand A. J'ai eu 3 enfants et j'ai 3 enfants. Je me dis que c'est déjà quelque chose, waouh, extraordinaire. On rend pas compte que c'est extraordinaire. De la même manière, quand on boit un verre d'eau, on se dit que c'est normal de boire un verre d'eau. Non, c'est pas normal parce que notre planète demain n'aura peut-être plus d'eau, on ne pourra plus vivre, alors que les diamants coûtent très cher et que l'eau est gratuite, et on se rend pas compte que les diamants, on s'en fout, mais que l'eau, en revanche, c'est très important pour notre terre, pour la vie des générations futures. Donc voilà, de la même manière, je me dis que oui, je suis touché par un malheur, mais combien de gens autour de nous sont touchés par des malheurs tous les jours? Combien d'accidents de la route, combien quelqu'un qui dit au revoir à son époux, à son épouse, à son enfant, et qui le soir ne revient pas parce qu'il a été fauché par une voiture ou par... Je veux dire, c'est tous les jours ça. Donc je me dis que je détiens pas le monopole du malheur. Je dois aussi avoir ma part, ma contribution à la vie. Et la vie, c'est fait de ça aussi. Donc oui, j'ai bien sûr accepté, j'ai d'autant plus accepté que je voulais garder cette force, cette énergie et cet optimisme pour mes enfants. Donc je vais pas me plaindre, je vais surtout pas me plaindre, et je vais avancer pour mes enfants. Eh ben, je suis éblouie par l'intelligence émotionnelle, la sagesse, j'ai envie de dire. C'est waouh, bravo. Je trouve ça assez bluffant en fait, cette capacité à relativiser parce que bon, c'est pas rationnel des émotions. On peut facilement se laisser absorber par la colère, la tristesse, et ça serait ok. Et toi, je te sens assez ancré et en paix finalement avec beaucoup de gratitude pour la vie et pour ce que tu as vécu. J'ai de la gratitude, je marche, je suis grand, je suis en bonne santé aujourd'hui. J'ai des enfants en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. J'ai réussi à faire des études. J'ai gardé mes parents le plus longtemps possible. Ils sont plus là, mais voilà, c'était dans l'ordre des choses. J'ai des frères et sœurs, j'ai des amis, j'ai de l'amour. Je me dis que c'est te rendre compte tout ce qu'on a là, c'est des cadeaux de la vie. Donc parfois il y a des tributs à payer. Il faut payer son tribut à la société. Il faut payer son tribut à... Voilà, on lit tous les jours des faits divers effroyables, terribles, où les gens sont plongés dans des abîmes, et tu te dis comment les aider, comment faire en sorte que... Donc il faut garder cette relativisation absolument. Hyper inspirant. On a eu Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, mais ton dernier livre, c'est Ma Mère Dieu et Lydie, justement. Ouais. Tu peux nous en parler ? Alors il y a Ma Mère Dieu et Lydie, et vient de sortir celui qui s'appelle Bonne fête des mères, papa, où je m'occupe de mes 3 enfants, okay. Et où je raconte après Lydie
comment j'ai géré avec beaucoup d'humour et comment Esther, l'héroïne du premier livre, est venue se mêler évidemment de l'éducation de mes 3 enfants. Alors, Ma mère Dieu et Lydie, oui, j'ai voulu après raconter, après Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, je voulais raconter un petit peu eh bien, à la fois ce que j'étais avant de me marier avec Lydie, raconter notre histoire d'amour extrêmement singulière, qui n'était pas une histoire d'amour classique. Lydie était mariée, moi-même j'étais fiancé, on s'est connus sur les bancs de la fac, donc je raconte cette histoire qui a amené ensuite à cet amour qu'on a vécu, et puis évidemment à sa disparition. J'ai essayé de le faire sur un ton plutôt joyeux quand même, sur un ton d'histoire d'amour, voilà, une belle histoire d'amour, et j'explique pourquoi c'est une très belle histoire d'amour. Et puis après, ben, évidemment, je suis arrivé au départ de Lydie, après, à m'occuper de mes 3 enfants. Alors, s'occuper de ces 3 enfants, c'est justement comment prendre les décisions pour les 3, comment les accompagner dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie tout court, quelles ont été les armes que j'ai utilisées, quels ont été les atouts dont je bénéficiais, comment j'ai associé justement aussi Lydie à ma vie de papa avec mes 3 enfants, quelle était ma vie sentimentale après, et puis le rôle de cette mère qui était omniprésente dans ma vie quand j'étais petit, mais qui l'est restée tout autant quand je me suis à la fois marié et quand j'ai perdu évidemment Lydie. Elle a joué un rôle indéniable auprès de mes enfants, et un rôle cette fois-ci plutôt comique. Un magnifique hommage. Ouais. Un sujet aussi hyper méga présent dans le film, c'est ta maman. Et plus globalement, la relation parent-enfant. Une relation assez complexe avec ta maman, qui est très présente. En même temps, parfois, on peut se dire trop présente. Le film, il se finit par un proverbe juif. Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé les mères. C'est comme ça que tu voyais ta mère? C'est une protection permanente? Oui, bah oui, c'est une protection permanente, une protection contre les autres, une protection contre elle-même, elle aussi, parce qu'elle aurait pu être tentée de ne plus y croire, de finalement accepter ce que disaient les médecins, et puis finalement non, elle a continué à vivre dans cette irréalité qui a été une force pour elle. Donc effectivement, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli est absolument prodigieux. Elle m'a promis une vie fabuleuse, j'ai eu cette vie fabuleuse, elle m'a promis que je marcherais. Donc oui, je marcherai. Donc quand on a eu une telle force dans la vie de quelqu'un, une telle emprise dans la vie de quelqu'un, on peut pas dire après, ah oui, mais après elle me saoule, elle est lourde, elle me colle, elle me truc. Non, c'est pas possible. Ça fait partie du personnage, ça fait partie elle m'a accompagné, elle m'a soutenu, elle m'a porté physiquement, moralement. Donc il faut accepter les effets indésirables de ça. Donc les effets indésirables, c'est effectivement de continuer à être très présent, de se mêler de la vie et d'en parler ouvertement. Mais après, par amour, on accepte beaucoup de choses par amour parce qu'on le comprend, surtout d'une mère. On l'accepte pas forcément quand on est d'égal à égal dans une relation de couple, parce que parfois ça peut être étouffant, ça peut être malsain, on peut mal aimer. Une maman ne peut pas mal aimer son enfant. En tout cas, en ce qui me concerne moi, elle a prouvé que c'était pas un mauvais amour. Au contraire, c'était un amour qui a été salutaire. Donc je ne peux absolument pas lui en vouloir, même si parfois, c'est vrai, c'est un peu lourd à porter, il faut se justifier, mais après, tout est discussion, et puis finalement, on fait exactement ce qu'on a envie de faire quand on est grand, même si on lui fait croire qu'on l'écoute. J'adore. Et on parle d'une maman avec, en tout cas, on le comprend dans le film, un charisme exceptionnel, capable, entre guillemets, de retourner un peu le cerveau de n'importe qui. Et d'ailleurs, dans le film, tu le dis, Jonathan Cohen le dit, je me suis inspirée en tant qu'avocat de son non-verbal, de ses mimiques, de sa prestance. Et je trouve ça fort parce qu'on comprend une admiration et une inspiration très forte. Et oui, parce qu'elle arrivait quand même à tenir son monde, à tenir son petit monde autour d'elle véritablement à sa merci, parce qu'elle réussissait à embobiner l'assistante sociale, à embobiner la directrice de l'école, la professeure de danse. Enfin, elle y allait avec sa force, son charisme, son caractère. Elle m'a donné, je crois, une assurance qui est importante de donner aux enfants dans la vie. C'est pas évident. Quand on n'a pas d'assurance, on met du temps à se chercher, à se trouver, à s'imposer parfois, que ce soit au travail, que ce soit à l'égard des autres. Alors après, trop, c'est trop, bien évidemment, il faut savoir doser, mais elle a donné à chacun de mes frères et sœurs, et à moi aussi, je crois, une certaine assurance, et son exemple m'a été
très précieux quand j'ai commencé le métier d'avocat. Ouais, mais ça s'est senti. Pourtant, ça n'a pas été évoqué longtemps, mais moi, ça a suffi à me toucher. Donc voilà, c'était super de l'évoquer. T'as parlé de ton livre, le tout dernier en date. Il est sorti quand? Et tu peux nous en parler un petit peu plus de ce livre? Bien sûr, ce livre est sorti fin février 2025, Ouais. qui s'appelle donc Bonne fête des mères papas, puisqu'un jour, alors que Lydie était partie, que je commençais évidemment à accompagner mes enfants, et puis mon fils, est arrivé à l'âge de 18 ans, il a évidemment voulu sortir plus que de coutume. Il fallait que je l'accompagne aussi sur ce chemin, que je le laisse aussi sortir, que j'arrête de jouer ma mère juive. Donc évidemment, quand il sortait le soir, j'avais un peu du mal à dormir, j'attendais qu'il rentre, il n'avait pas encore son permis. Je me disais c'est qui va le raccompagner en scooter, en moto. Donc j'étais forcément inquiet parce que j'ai dit le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Donc j'étais un peu à l'affût de tout ça. Et puis un matin, on est un dimanche matin, je l'attends et puis il va rentrer à quasiment 7h30 du matin. Et puis, lorsqu'il va rentrer, ses deux sœurs vont se lever. Elles sont beaucoup plus jeunes, elles vont se lever. Et je vais les voir avec un gros paquet de Décathlon, papier craft. Et je vais les regarder tous les trois. Et tout d'un coup, je réalise que c'est la fête des mères. Et là, ils me regardent tous les trois et ils me disent bonne fête des mères, papa. J'adore. Et c'est comme ça que le livre a commencé. Et je raconte depuis le départ de Lydie comment j'ai géré au jour le jour les enfants, que ce soit l'école, que ce soit les relations, leurs copains, leur vie, les premières règles de ma fille, sa communion, comment il a fallu la faire sans leur mère, sont les premiers flirts, les bons garçons, pas les bons garçons, comment dire, est-ce que je dois dire ah non c'est pas le bon garçon parce que ça commence à être sérieux et en même temps je me dis si je le dis pas moi qui va le dire, s'autoriser à le dire ou pas le dire et on se dit mais si je l'ai pas dit un jour je le regretterai quand ce sera trop tard alors pourquoi je le dirai pas. Donc toutes ces questions que je me pose, que je pose avec mes amis parce qu'on est entouré de gens et les gens se disent tous ah non surtout n'interviens pas et puis après je me dis mais si j'interviens pas finalement c'est pas bien de pas intervenir, ça veut dire que si on aime les gens on leur dit pas, je dois leur dire. Donc voilà, tout ça c'est des questions que je me pose au fil de l'eau dans ce livre et ce que j'en ai fait et jusqu'à présent, mais aujourd'hui ils sont mariés tous les trois, enfin ils sont en couple tous les trois, mais jusqu'à présent, ce que j'ai fait, je ne m'étais pas trompé, même si d'aucuns pensaient que je me suis beaucoup mêlé. Comme tu dis, mère juive. Ah ouais. Bonne fête des mères papa, j'adore, c'est hyper puissant. Au final, c'est la vie de papa solo, avec tout ce qui gravite autour en termes d'émotions, de questionnements, de je fais bien, je pense bien faire et je fais mal. D'aventure, parce qu'il nous est arrivé de véritables aventures quand le déménagement, quand il a fallu déménager de l'appartement dans lequel on avait vécu longtemps avec leur maman. Ce déménagement a été vécu comme une espèce de trahison pour mes enfants. Ça a été terrible pour eux quand on a fallu rendre l'appartement et aller ailleurs. Et puis je raconte, voilà, encore une fois, un signe miraculeux qui a fait que on est revenu vivre quelques années après. Là où on avait, oui, mais voilà, donc c'est que des aventures que je raconte, des trucs un peu, des signes un peu fous. Et puis je raconte aussi comment Esther s'est mêlée de la vie des uns des autres avec beaucoup de. Alors là, c'est beaucoup plus comique, c'est digne d'une comédie italienne, parce qu'Esther n'était pas en reste de donner son avis absolument sur tout. Mais à l'âge où qu'elle avait, et avec les enfants qui étaient plus grands, c'était plutôt assez joyeux. La puissance des liens de la famille, l'influence aussi. On comprend bien de toute façon à travers tout ton travail l'importance de la famille, que ça soit Lydie, que ça soit tes enfants, que ça soit Esther. Et c'est très porteur en énergie. Donc merci pour ton travail, merci pour ce moment, bravo pour tout ce que tu as accompli. Je pense qu'il y a un mot qui revient énormément en te qualifiant, c'est la résilience. Ouais. Et j'ai envie de dire, tu le portes bien. Merci. Et merci d'être là, de transmettre, de partager ce parcours avec autant de paix et toute la sagesse que je reçois. Ça fait du bien. On a besoin d'entendre ces messages. Il en faut dans la vie pour avancer. Ouais. Pour avancer. C'est nécessaire et merci de partager cette énergie-là. Merci beaucoup. Merci au caméraman qui a pris... Caméra woman, Thomis. Woman, on appelle ça Carmen. Eh oui. Elodie Thomis, notre star.
Et merci mille fois d'avoir été là, vraiment. Sangohan en ton honneur. Ah oui, Survivant, Roland Pérez. Merci. Ça s'appelle Check le Média. Ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Bah évidemment. Let's go! Prends soin de toi, merci pour Merci tout. toi aussi.